Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Perrine, troubles bipolaires et psychédélisme, épisode 2. Après une quinzaine d'années à peu près stables, bien que marquées par une implication professionnelle frénétique, Perrine va plonger. Son corps, son inconscient, sa psyché, son âme, je ne sais pas, mais quelque chose va se rappeler à son bon souvenir. Le statu quo psychologique est terminé, et cela va d'abord se manifester par des insomnies insupportables. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Quand j'ai eu à peu près 38-39 ans, donc un peu avant ma quarantaine, j'ai plongé dans une phase dépressive que j'ai pas du tout analysée comme étant une phase dépressive, qui était plutôt pour moi une phase où juste je n'arrivais pas à dormir du tout et j'étais pas du tout en phase maniaque, donc c'était une phase que je vivais très mal. J'avais vraiment tout qui partait dans tous les sens, quoi, dans mon cerveau. J'étais en panique tout le temps, en hypervigilance tout le temps. Je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. J'ai beaucoup tardé avant d'aller voir des médecins parce que pour moi, on va pas voir un médecin parce qu'on est insomniaque. Je voyais pas bien ce qu'un médecin allait pouvoir faire pour moi, à part me donner des somnifères. Je voyais pas du tout ni le lien avec une quelconque maladie, ni... en fait, je voyais pas ce qu'on pouvait faire pour moi. Pour moi, c'était un peu inéluctable. Je dormais pas, et il fallait faire avec, et que c'était comme ça. Sauf qu'à un moment donné, c'est devenu vraiment insupportable. Ma vie ressemblait plus à rien. Je comprenais plus rien à ce qui se passait. J'allais travailler dans un état second. Je revenais du boulot dans le même état. Je comprenais plus ce qui se passait pour de vrai, ou ce que j'avais imaginé, ou ce que j'avais halluciné. Je savais plus quand je dormais pas. Je comprenais vraiment plus rien du tout. Donc ça s'est pas déclenché comme une crise dépressive classique avec une baisse de morale. Je l'analysais pas du tout comme ça. D'ailleurs, je pleurais pas. Je passais pas mes journées dans mon lit. J'avais pas de symptômes qui auraient pu me laisser entendre ça, c'est une dépression, comme j'avais pu l'entendre chez d'autres gens. Donc je pensais vraiment que c'était plus moi qui savais pas dormir et que c'était un peu de ma faute, que j'arrivais pas à me relaxer et à faire les choses correctement. C'est après le confinement, donc en 2020, que là c'était vraiment devenu insupportable. Faut dire que pendant le confinement, j'ai beaucoup travaillé. Et là, ça devenait vraiment... j'en pouvais plus, quoi. Je devenais folle. Et j'avais de plus en plus d'idées suicidaires. Alors, j'ai toujours eu des idées suicidaires depuis que je suis née. Je pense que je suis née insomniaque et suicidaire. Et du coup, là, ça devenait vraiment... C'était obsédant. C'était vraiment j'ouvrais les yeux, je pensais qu'à ça, je fermais les yeux, je pensais qu'à ça. Les rares fois où je dormais, c'était pour imaginer des scénarios de mort. Forcément, à un moment donné, c'était la seule solution qui allait arriver. Et donc, là, à ce moment-là, quand même, j'ai osé aller voir un médecin pour dire j'arrive pas à dormir, donnez-moi quelque chose. Et là, ils ont fait, je pense, une connerie. Ils m'ont filé des benzodiazépines pour me calmer. Sauf que moi, j'en avais énormément consommé enfant. Et parce que ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que oui, j'ai beaucoup consommé quand j'étais jeune, parce que comme j'étais déjà insomniaque à l'époque, ma mère me filait beaucoup de cachetons, tout ce qu'elle avait dans sa pharmacie, donc tout y est basé, hein. Des benzodiazépines, c'était les plus sympas, mais antipsychotiques, antidépresseurs, évidemment. J'ai chopé pas mal de trucs avec beaucoup d'alcool. C'était sa méthode pour endormir sa fille. Et donc, je sais pas ce que ça a réveillé chez moi, ou je sais que c'est comme pas non plus des substances qui sont complètement anodines et qui, en tout cas, ne traitent pas la cause et ne traitent pas le problème. Et en plus, ça n'a eu aucun effet bénéfique chez moi. Ça m'a pas permis de dormir. Ça m'a juste rendue complètement dépendante.
d'un truc qui fonctionnait pas, mais que je continuais à apprendre et à apprendre de plus en plus grosse dose parce que bah, ça marchait pas, donc j'en prenais plus. Et puis j'avais des ordonnances, donc je pouvais retourner à la pharmacie, en chercher, et c'était facile, quoi. Et un jour, quand même, je me suis effondrée en larmes dans le bureau de ce médecin. Ce qui m'était pas arrivé depuis une paire d'années. Et là, elle m'a orientée vers un psychologue. Et c'est lui, avec ce premier travail de thérapie, qui a mis le doigt sur, alors, au début, alors, sur l'état dépressif assez rapidement. Pas du tout sur la bipolarité. En revanche, il m'a parlé assez rapidement de stress post-traumatique, ce que j'ai refusé en bloc. Parce que pour moi, un stress post-traumatique, c'était pour les gens qui avaient vécu, je sais pas, des attentats. Donc j'y croyais pas du tout. Et au fur et à mesure, voilà, des échanges, et il était quand même assez fortement insistant. Et j'ai eu aussi dans mon entourage un ami qui m'avait fait aussi un peu le même retour. Et c'est un jour, en regardant un reportage sur des vétérans de la guerre du Vietnam, et en les écoutant parler, en les écoutant décrire leurs symptômes, que j'ai percuté que j'avais exactement les mêmes, que j'avais des alus comme eux, des réviviscences, des flashbacks, mais qui n'étaient pas forcément que visuels, qui pouvaient être aussi de l'ordre du ressenti, voilà, que je faisais des cauchemars, que j'étais en hypervigilance 24/24, voilà, donc ça dépassait la simple dépression. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que je dépassais la simple dépression, et que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour la dépression. Et comme j'avais entendu parler des psychédéliques, c'est là que je me suis tournée vers d'autres types de substances. Moi, mon stress post-traumatique, il est qualifié de complexe, c'est-à-dire que c'est du stress répété, des traumatismes répétés pendant l'enfance. Et l'adolescence, en fait, c'est de grosso modo 0-20 ans, quoi. C'est souvent le cas des enfants maltraités, ou voilà. Et dans mon cas, il y avait un mélange de maltraitance de ma mère, d'agressions sexuelles, et de viols qui sont survenus pendant mon jeune âge et mon adolescence, qui ont ressurgi à ce moment-là. Voilà, donc du coup, je cumulais, enfin, je cumule toujours d'ailleurs, le stress post-traumatique complexe et le stress post-traumatique classique, avec un événement T à un instant T. Bah, ce reportage, il m'a mis une grosse claque quand même, parce que vraiment, ce que décrivait ce monsieur, enfin un des mecs qui s'est exprimé dans ce reportage, il décrivait vraiment clairement, j'aurais pu dire exactement mot pour mot la même chose, utiliser les mêmes termes, alors que j'avais pas du tout vécu la même chose. Enfin, à aucun moment j'ai assisté à une guerre ou à ce type de violence. Par contre, ce qu'il ressentait, parce que je suis pas forcément en capacité de décrire avec autant de finesse. En tout cas, c'est ce que moi j'aurais eu envie de dire pour qu'on me comprenne. Et c'est là où après j'ai pu retourner chez le psy en disant, bon, peut-être que vous avez raison, mais quand même, ça me paraissait vraiment très très étrange. Et c'est ensuite la prise de psychédélique qui m'a permis d'accepter que c'était ça, et même encore maintenant, qui me permet de remettre les pieds sur terre, de me dire, mais attends, si tu as ces symptômes-là, c'est pas parce que tu les inventes, c'est pas parce que tu te les fabriques, c'est du stress post-traumatique, et c'est une réaction de ton cerveau qui est une réaction de défense et qui est une réaction normale. Donc ton cerveau, il dysfonctionne pas du tout, au contraire, il marche très bien. Il m'a orienté vers un psychiatre. Donc c'est le premier psychiatre que j'ai vu, qui lui a commencé à aborder le sujet de la bipolarité, mais plus dans l'axe, c'était un psychiatre un peu de la vieille école, mais un peu dans l'axe, c'est héréditaire, c'est ce qu'avait votre mère, donc il y a des chances que... ce qui, moi, était pas forcément un argument qui me parlait à l'époque. J'avais pas forcément envie de ressembler à ma mère. Donc
Donc j'ai un peu mis le diagnostic sous la table. Je préférais parler de dépression et ça, j'assumais à peu près. Et le stress post-traumatique, je commençais à l'assumer. Donc ça m'allait bien. Et pendant cette période-là, j'étais retombée en phase anorexique. Donc j'avais énormément maigri. Donc là aussi, ça, je me le suis pris dans la tronche. Je pouvais plus l'éviter. Enfin, j'avais vraiment beaucoup maigri rapidement. Et puis j'avais des comportements clairement anorexiques. J'avais la chance d'avoir dans mon entourage un ami qui est au fait de tous ces sujets et notamment la prise de psychédéliques pour soigner les troubles psychiques. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu commencer ce chemin. Au départ avec des champignons hallucinogènes qui m'ont permis de prendre conscience que j'étais anorexique et que j'étais en phase dépressive et que ça allait pas se résoudre tout seul. J'ai pris conscience aussi, au bout de plusieurs expériences, que le stress post-traumatique, ça allait pas se régler non plus tout seul. Donc c'est là qu'il m'a proposé d'essayer aussi la MDMA et le LSD, les deux combinés. Et tout ce chemin m'ont permis d'accepter tous ces diagnostics-là. Sauf qu'à un moment, la limite du processus, que c'était un pote à moi, et donc pas un thérapeute parce qu'on est en France et qu'on se démerde un peu sous le manteau, et que moi, j'avais vraiment besoin du coup d'un accompagnement assez serré il pouvait pas me l'offrir, il avait pas le temps, il avait d'autres choses à faire dans sa vie que de s'occuper de moi. Et du coup, je me suis retrouvée à gérer ça toute seule, à gérer mes consommations toute seule et à pas avoir quelqu'un à côté de moi pour m'aider. Alors au début, ça m'allait bien parce que du coup, ça me permettait de vivre mes trucs plus sereinement que quand il y a quelqu'un qui est à côté. Donc au début, ça me convenait bien, mais au bout de quelques mois, en fait, j'ai eu des expériences avec des réviviscences traumatiques assez impressionnantes, c'était vraiment très très éprouvant, avec j'ai fait des trips assez longs, donc en plus qui duraient dans le temps et qui voilà. Disons que je cherchais à faire en sorte que les trips soient longs pour pouvoir aller plus loin dans l'expérience et mieux comprendre ce qui se passait dans ma psyché et ce que je revivais. Pas juste, disons que le trip sous champignon qui dure 4 heures me permettait pas d'aller assez loin dans l'expérience pour comprendre et moi j'avais plus de temps. Donc déjà le LSD c'est plus long et le LSD combiné à la MDMA ça prolonge la durée du trip. Surtout que la MDMA on peut en reprendre au bout de 2 heures, on peut en reprendre, on diminue la dose, on en reprend, etc. Et du coup, ça permet de vraiment pouvoir prendre le temps. Alors, il faut avoir une grosse journée devant soi. Mais avec cette grosse journée devant soi, on est face à son cerveau et on peut remettre les trucs dans les bonnes cases et on a le temps. C'est pas forcément... je dirais une histoire de dosage, quoique si un peu, mais c'est plus une histoire de prise de temps. Moi, j'avais besoin de temps pour capter ce qui m'arrivait que quand j'allais... moi, je sais que par exemple, les montées d'MDMA, elles sont quand même assez violentes chez moi, assez lourdes de conséquences en général. Et derrière, c'est bien que j'ai du temps pour intégrer le truc et pouvoir revenir dessus, toujours sous substance, pour pouvoir être un peu plus tranquille avec ce sujet-là, qui sont quand même en général des trucs assez traumatiques, et faire la part des choses entre ça c'est l'alu, tu l'as pas vraiment vécu. Bon, ça c'est quand je cumule LSD et MDMA, sinon on est bien d'accord que la MDMA, il n'y a pas d'alu. Quoique, il y a des trucs un peu étranges des fois, en termes de ressenti. En tout cas, pas visuel, quoi. Et donc moi, j'avais besoin de ce temps pour faire la part des choses entre qu'est-ce qui est de l'ordre de l'onirisme et qu'est-ce qui est de l'ordre de la chose que je vais symboliser, mais qui n'est pas forcément vraiment réelle. Et qu'est-ce qui, là-dedans, elle est... j'aime pas ce mot-là, mais la vérité de ce qui m'est vraiment arrivé et le fait de pouvoir prolonger le temps du trip me permet de faire ça, de faire ce travail de ok, là il vient de m'arriver un truc, ma psyché elle m'a renvoyé quelque chose,
qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fantasmé? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai, parce que je sais pas, j'ai regardé des films il y a 3 semaines et je suis en train de transposer un truc? Ou est-ce que je symbolise quelque chose? Ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qui m'est arrivé, qui appartient à ma propre histoire? Et donc ça, le fait de prolonger le trip, ça permet de le faire. Je vais parler du dernier trip que j'ai fait à cette période-là avant de toucher le fond de la psychiatrie. Donc j'étais sous LSD et MDMA. Au moment où j'ai pris la MDMA, j'ai eu une très très grosse montée d'un espèce de ressenti très anxiogène corporellement, comme si l'intégralité de mon corps se mettait à vibrer tout seul. Un peu comme un état de transe, mais pas un état de transe agréable, plutôt un état de transe assez bouleversant, qui n'était pas du tout quelque chose... Enfin, comme s'il y avait un truc qui voulait sortir de mon corps, mais qui ne sortait pas. Là, j'ai eu un espèce de blackout d'à peu près 2 heures. J'ai repris conscience, et je me rappelle très bien, sur le Boléro de Ravel. Ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses, parce que c'est 17 minutes assez intenses. Là, pendant ce moment-là, je me suis vue, moi, mais pas comme si j'étais un peu sortie de moi et que je me voyais de l'extérieur, mais je me suis vue moi-même âgée de 6-7 ans, avec une énorme arme, genre M16, que j'ai déposée, comme si je le déposais à mes pieds de moi adulte maintenant. Comme si je baissais la garde. Et après, le trip s'est apaisé, j'ai ralenti et je suis plus repartie dans des pensées, dans des réflexions, dans une espèce de compréhension aussi de ce qui m'arrivait. C'était clairement une vision, je me voyais moi. Et je voyais mes mains de moi enfant. J'étais une autre personne qui était moi-même, mais j'étais plus moi. Je me ressentais moi, petite fille, 5-6 ans, et en même temps, je me voyais aussi comme si je me voyais de l'extérieur. Donc j'étais dans une espèce de double vision de moi qui était sortie de mon corps et qui me voyait, et de moi qui me ressentais de nouveau petite fille. Et ça, c'est le dernier trip que j'ai fait avant d'atterrir aux urgences en psychiatrie. En fait, c'est quelques jours plus tard, après cette expérience-là, je me suis retrouvée dans le métro. J'allais à l'hôpital pour suivre une thérapie de groupe sur le sommeil, parce que j'avais toujours pas réglé mes problèmes de sommeil. Et dans le métro, j'ai eu une phase qu'on appelle dissociation en jargon psychiatrique, donc de dissociation de mon corps et de la réalité. Et j'étais complètement obsédée par l'idée de me suicider et j'ai revécu une tentative de suicide que j'avais fait quand j'avais une vingtaine d'années, qui était de tenter de sauter sous les rails du métro. Alors, c'était pas le même métro, mais c'était la même situation. À l'époque, quand j'avais 20 ans, c'est quelqu'un qui m'a retenue et qui m'a plaqué contre le mur pour pas que je saute au moment où le train arrivait. Là, ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai pas été retenue. Je pense pas que j'ai été jusque-là. Je pense que je me souviens que je suis sortie du métro, que j'ai vu la rame du métro arriver, mais je ne crois pas être allée... Enfin, en fait, j'en sais rien, parce que je me rappelle pas, mais je ne crois pas être allée jusqu'à le bord du quai. Après, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Je sais que je suis arrivée à l'hôpital pour cette thérapie de groupe au centre du sommeil. Et c'était le premier jour de la thérapie de groupe et on était vus tous un par un avant de démarrer le groupe de travail. Et donc moi j'ai été reçue d'abord par une infirmière, après j'ai été vue par un psychiatre. Et là je ne sais pas ce que je lui ai dit, mais il m'a conduit aux urgences. Là aux urgences ça a été un cauchemar. J'ai réussi quand même à négocier
avec un des psychiatres qui avait réussi un peu à me faire redescendre de mon état complètement dissocié et complètement suicidaire, de pouvoir rentrer chez moi et de me faire hospitaliser quelques jours plus tard. Et c'est à partir de là que j'ai mis les pieds dans la psychiatrie française. La crise psychique que traverse Perrine est d'une telle intensité qu'elle menace son existence. Elle va dès lors être prise en charge par l'institution psychiatrique et recevra différents traitements avec plus ou moins d'efficacité. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le podcast via une page Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Dans le prochain épisode, Perrine nous racontera comment elle en est arrivée à vivre régulièrement des trips de kétamine à l'hôpital de manière tout à fait légale et officielle. D'ici là, portez-vous bien.